Donc je souhaite intervenir sur les deux rapports 103 et 104 et incidemment sur le 0116. Pardon. Donc, comme je suppose que tout le monde a pris connaissance des documents, je vais m'en tenir à quelques éléments pour formuler des observations et des questions. D'entrée, comme je l'ai dit notamment effectivement en commission des finances, je note, ça va vous plaire, deux points satisfaisants dans ce budget. C'est l'épargne et la dette. Ce qui traduit, à mes yeux, une gestion maîtrisée, mais purement comptable. Ensuite, évidemment, il faut en faire une lecture politique, car c'est bien cela qu'il convient d'analyser, c'est-à-dire vos orientations et vos choix pour la collectivité. Et là, évidemment, Gérard l'a rappelé, nous divergeons, et ce n'est pas une surprise. Tout au long de l'année, d'ailleurs, nous avons l'occasion de le démontrer à la faveur de rapports spécifiques liés au budget. Alors, le budget politique que vous nous présentez, à quelque chose près, est identique à celui des dernières années, mis à part, comme l'a bien explicité Gérard, les variables qui sont dues aux décisions gouvernementales qui affectent les collectivités territoriales et également aux conséquences de la mise en route un peu lente de la métropole. Il faut le reconnaître, c'est cette réalité. Nous avons un budget donc globalisé de 192 millions en fonctionnement et de 102 en investissement, ce que n'a pas dit tout à l'heure Gérard Bramoulet. C'est-à-dire 2 tiers, 1 tiers, et c'est assez courant qu'on ait ce partage-là. Mais je pense qu'il faut s'interroger, et je vais poser 2 questions pour cela. Qu'en fait-on et quels en sont les bénéfices pour nos concitoyens? Deuxième question, quelles sont vos priorités et quelles sont les insuffisances, voire, selon notre analyse, les manques? Alors, pour résumer notre point de vue, celui de notre groupe, je signalerai par exemple une politique du logement social insuffisante. Je sais que c'est le PLH qui règle ça, alors que des milliers d'Aixois sont en attente, un oubli des quartiers qui se disent se sentir abandonnés, c'est le terme qu'ils emploient régulièrement, parce que, selon eux, on favorise trop le centre-ville, à leur détriment. Une baisse constante des subventions aux associations, et surtout, pour les plus petites et donc les plus fragiles, qui jouent pourtant un rôle important dans la cohésion sociale en assurant une fonction de service public. Alors maintenant, on va regarder de plus près avec des exemples, ce qui m'amène à vous poser quelques questions précises. En fonctionnement et en recettes, pour la taxe de séjour, nous avons le même montant que l'année dernière, en prévision pour 2019, d'1 350 000. Est-ce que vous pouvez nous informer sur les mesures que nous avons votées pour les hébergements concernant Airbnb, si on a déjà fait une application de ces mesures? Le produit du stationnement qui passe, lui, et qui est en diminution de 5,7 millions à 3,8 millions, soit une baisse de 1,9 million, et le tableau indique même le pourcentage, moins 33,3%. Le forfait post-stationnement passe, lui, de 2,4 millions à 1 million, mais vous expliquez et vous imputez la faute au dysfonctionnement lors de la mise en place. Alors ma question est la suivante, est-ce que cela va s'améliorer en cours d'année? Pour ce qui est de la redevance d'occupation du domaine public, qui est prévue à la baisse, très peu, moins 170 000 euros, donc on passerait de 2,7 millions à 2,5 millions. Vous dites que c'est à cause des travaux des 3 places et du BHNS, mais comme nous vous en avons fait déjà la remarque à plusieurs reprises, avez-vous renforcé les contrôles contre la fraude en termes d'occupation d'espace public et avec quels résultats? C'est une question que pose souvent mon ami Edouard Baldo. Quant au tarif des services publics, je sais que nous ne partageons pas la même conception. On en a parlé au moment du rapport d'orientation budgétaire. Ces tarifs que vous augmentez chaque année en moyenne de 3%, encore aujourd'hui au rapport 1,
16 pour les salles de proximité. Je vous le dis, ces augmentations pénalisent les usagers au quotidien dans leur petite démarche de proximité. Pour faire allusion à l'actualité, si vous me permettez, je vais oser quelque chose, ça aurait de quoi faire sortir des gilets jaunes. Alors, si vous me permettez également, je vais me répéter ce que j'ai dit au moment du rapport d'orientation budgétaire. Vous n'avez pas augmenté les impôts locaux, sauf la variable concernant la taxe d'habitation, une réduction de l'abattement, mais les tarifs, tels que je les ai calculés, les tarifs de services publics ont connu une augmentation de plus de 27%, 27,1% en 17 ans. C'est un équilibre. Vous me direz que les recettes ne sont pas du même ordre, mais ça touche quand même au quotidien. La feuille d'impôt, j'allais dire, on la voit une fois par an, alors que ça, on le voit tous les jours. C'est toute la différence. Je passe au domaine des personnels, donc en dépenses. La masse salariale passe de 57,2 en 2018 à 58,9. J'en comprends les raisons, qui relèvent en général des effets mécaniques liés entre autres au glissement vieillesse-technicité, mais nous dépassons les taux habituels qui tournent autour, en moyenne, à 55% du budget de fonctionnement. Alors, comme vous l'indiquez, et ça je vous encourage à le faire effectivement, il faut continuer à poursuivre des efforts de rationalisation. Vous avez développé et précisé les mesures que vous comptez prendre, et là, on est bien sûr d'accord avec vous. Je voudrais faire ici une observation sur le nombre des effectifs qui sont inscrits là dans ce budget primitif. On est à un total à temps complet de 2286. C'est à peu près le chiffre habituel qu'on retrouve chaque année. Mais il s'agit évidemment des effectifs titulaires, souvent en équivalent temps complet, donc on globalise tout ça. Or, c'était une surprise pour nous, pour Édouard Baldo et moi-même, lorsqu'on a tenu un bureau de vote le 6 décembre aux élections professionnelles, de constater le nombre de contractuels qui étaient inscrits sur les listes. Il y en avait 527. J'imagine qu'il s'agit pour beaucoup des personnels des écoles. Vous allez nous le confirmer probablement. Est-ce qu'il y a d'autres, c'est une question, est-ce qu'il y a d'autres catégories qui en font partie? Parce que ces 527 personnes-là s'ajoutent aux 2200. Ça ferait 2700. Voilà. C'est en termes d'affichage, en quelque sorte. Enfin, toujours dans les dépenses de fonctionnement, vous estimez la pénalité 2019 pour carence de logement cette année à 577 626 €, en diminution de 92 371 par rapport à l'année dernière, mais il n'en reste pas moins que cet argent va manquer dans les caisses de la ville et il aurait peut-être pu être utilisé autrement. Et j'aborde, et ce sera moins long, la partie investissement. Je ne retiens que 2 points dans cette partie, et au préalable, parce que Gérard a mis en avant, au moins la Commission des finances, il ne l'a pas fait aujourd'hui, mais il peut le confirmer, donc que l'investissement a été soutenu et même un peu renforcé cette année en dépit des aléas de la conjoncture. Je voudrais simplement rappeler que les recettes sont liées au prorata des dépenses exécutées. Et comme je l'avais fait remarquer, notamment lors du vote du compte administratif, il est important de tenir compte des taux de réalisation. En 2016, le taux de réalisation n'avait été que de 55,6, ce qui me semblait, je l'avais fait observer, pas un très bon ratio. J'avais même signalé qu'à l'ex-CPA, ces taux étaient bien meilleurs et ils tournaient souvent autour de 90%. Donc je ne comprenais pas pourquoi il y avait cet écart. Alors je sais qu'une partie de la réponse est sur les recettes qui tardent à arriver, etc. Bon, voilà. Et donc on va peut-être avoir des réponses un peu plus précises aujourd'hui. Alors je ne dis pas, je veux bien me faire entendre, je ne dis pas
il y a quelque chose d'insincère dans votre budget primitif, mais je ne peux m'empêcher de penser que l'affichage d'un investissement à hauteur de 102 millions ne me semble pas tout à fait réaliste pour l'instant et qu'il pourrait n'être qu'un effet d'annonce. En 2019, je passe au point des cessions d'actifs. En 2019, vous allez encore procéder à des cessions d'actifs à hauteur de 4 millions. Vous en avez donné la liste. Vous savez que nous ne sommes pas, depuis longtemps, d'accord sur les ventes de biens immobiliers patrimoniaux, à quelques rares exceptions qui s'imposent d'elles-mêmes. Mais nous pensons que certains d'entre eux, de ces cessions d'actifs, d'entre elles, auraient pu être convertis en logements sociaux publics, notamment dans le centre-ville. Je pense à la rue du Pinel, je pense à la rue Pierre et Marie Curie, voilà deux exemples qui parlent à tout le monde, sans doute. Donc on aurait pu développer une mixité sociale pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes ménages, les étudiants, et peut-être trouver d'autres moyens pour les 2000 et quelques logements vacants donc, du centre-ville. Ce sont les chiffres qui étaient dans un des documents du dernier conseil municipal. 2200, comme ça, de mémoire. Voilà. Certaines communes, d'ailleurs, ont procédé ainsi, c'est-à-dire en investissant publiquement les logements, soit en état indigne, soit à rénover, etc., pour les mettre à disposition de populations, comment dirais-je, disposant de moyens plutôt faibles. Et ça aurait un autre avantage, ce serait celui, sans doute, de pratiquer à moindre prix par rapport à des constructions neuves, et peut-être ça permettrait de faire baisser le foncier. Autre point, je suis désolé peut-être d'être un peu plus long, mais j'ai regardé le dossier de très près, et comme le développement fait par Gérard Bramoulet était stratosphérique, je me suis dit, on va aller faire du terre-à-terre. Vous annoncez un effort pour améliorer la voirie, à concurrence de 14,3 millions, une petite augmentation par rapport à 2018 qui était de 13,5 millions, et l'éclairage public lui-même, donc vous passez de 1,6 million l'année dernière à 2,2 millions cette année. J'ai presque envie de dire, il était temps, notamment pour la voirie, parce qu'on a des montagnes russes dans certaines rues, des montagnes russes, je dis bien, si, je vous donne les noms si vous voulez, mais je ne vais pas prendre le temps voilà, des montagnes russes, parce qu'il y a dans certaines rues vraiment un état désastreux. Je ne reviens pas sur l'avenue Jonot et autres. Voilà, j'en ai terminé avec ce que je souhaitais vous dire, et j'interviendrai peut-être plus tard pour d'autres dossiers. Merci infiniment.